Après 2019, le Bénin s'est à nouveau qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN lors de cette édition au Maroc. 4 matchs au total, 4 matchs avant lesquels l'aube nouvelle a retenti dans le royaume chérifien, des matchs chargés en émotions. Et pour débriefer la participation des Guépards à cette CAN Maroc 2025, je suis avec des personnalités qui ont vécu de près la CAN des Guépards de l'intérieur. Je suis avec Herman Amegan. Herman, bonsoir. Bonsoir Freddy, bonsoir à toutes et à tous. Venance Agolo-Presse est également avec nous. Venance, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Freddy, ça va bien, c'est un plaisir d'être ici en votre compagnie. Vous êtes sur Magic Plus, bienvenue. Herman Amegan, la CAN s'est déjà terminée pour les Guépards qui ont atteint les huitièmes de finale. Quels sont les premiers mots que vous avez pour décrire tout ce qui s'est passé au Maroc? Je pense que je vais dire que les Guépards ont réussi une belle aventure. Certes, au plan comptable, ce n'est pas forcément ce qui aurait été souhaitable. Parce qu'on s'en tire avec 4 matchs, 3 défaites et une victoire. Une victoire, 1-0. On encaisse un but face à la RDC, 3 contre le Sénégal, 3 également contre l'Égypte. Au plan comptable, allez, on peut dire que c'est assez mitigé. Mais lorsqu'on va un peu plus loin, qu'on essaie d'élever un peu le niveau d'analyse et d'apprécier le niveau de jeu, ce que les Guépards ont produit sur le terrain, on est en droit de se dire qu'une dynamique est née et qu'il faut pouvoir surfer là-dessus. Venance Agolo-Presse, justement, au-delà des résultats, c'est surtout les émotions que ces Guépards nous ont procurées qui comptent. Ah oui, je pense qu'on peut le dire ainsi. Les Guépards ont procuré beaucoup de bonnes émotions au public béninois. Je pense surtout que Cotonou et pratiquement tout le Bénin a vibré lors de l'égalisation dans le match face à l'Égypte en huitième de finale. C'est vrai qu'on dira qu'après, ils ne sont pas allés au bout, il n'y a pas eu de qualification en quart de finale, mais je pense que dans l'ensemble, comme Herman le disait, si on a envie de voir le verre à moitié plein, eh bien, on retiendra quand même qu'il y a eu beaucoup de positifs. Les points positifs, c'est surtout la première victoire du Bénin, en tout cas dans le temps réglementaire, dans l'histoire, donc dans son histoire, la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, je pense que c'est important. Il était temps que cette première victoire arrive. Ensuite, je pense que ça aussi, bon, on n'en a pas parlé assez, mais le Bénin qui se qualifie après seulement 2 matchs de groupe, je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important à relever. Au-delà de tout ceci, il y a, et je pense que c'est ce qui va rester, la qualité, le contenu de ce qui a été montré par les Guépards au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 4 matchs, c'est vrai, on en a perdu 3, mais il n'y a pas eu un seul match dans lequel l'équipe du Bénin a été ridicule. Et moi, je pense que c'est ce que je retiens de positif dans la participation du Bénin à cette CAN. Justement, avant d'entrer comme cela se doit dans l'analyse, on va écouter quelques Béninois qu'on a interrogés sur leur bilan à eux de la participation des Guépards à la CAN Maroc 2025. Tout d'abord, il faut dire que les objectifs fixés au départ pour les Guépards ont été atteints. Une première victoire dans le match à la CAN et ensuite une qualification en huitième de finale en tant que meilleur troisième, certes. On ne peut pas demander mieux. Ensuite, dans le contenu, on a vu une équipe qui a produit du jeu, plutôt un jeu séduisant. C'était plaisant à voir, surtout une incroyable surprise face à une équipe comme l'Égypte par exemple, où les Guépards ont su quand même repousser les Pharaons dans leur retranchement. Il y a d'autres choses à revoir dans l'équipe, certes, mais cette campagne devrait quand même servir de tremplin pour préparer les prochaines échéances du Bénin. Je pense que la participation des Guépards du Bénin à la CAN 2025, c'est très positif et historique pour notre football et surtout pour notre pays. Car après 6 ans d'absence de la phase finale depuis 2019, l'équipe est revenue avec beaucoup d'ambition et surtout de détermination, ce qui a enthousiasmé les supporters et tout le pays. Si la compétition a été très difficile avec une défaite initiale contre la République démocratique du Congo, les Guépards ont su remporter une victoire historique face au Botswana. Le premier succès en match de phase finale de CAN, un moment fort pour le football béninois. La qualification pour les huitièmes de finale montre aussi que l'équipe n'est pas venue juste pour participer, mais pour se battre et vraiment représenter dignement le Bénin. Donc je dirais que leur participation est une source de fierté nationale et un encouragement pour les futures générations de footballeurs béninois. Oui, par rapport à cette 5e participation du Bénin à la Coupe d'Afrique, personnellement, moi je m'attendais à une meilleure prestation, que ce soit sur le plan des résultats que sur le plan technique. Mais bon, ils ont pu finalement avoir la première victoire à la Coupe d'Afrique, ce qui réjouit plus d'un. Mais moi, je ne suis pas d'autant plus satisfait parce que je m'attendais à ce qu'on ait une meilleure proposition du jeu. C'est vrai qu'il y a une certaine amélioration. On n'a pas su apprendre des erreurs qu'on a eu à commettre lors des matchs précédents, notamment sur le plan défensif où
La rapidité n'y est pas toujours et puis la présence d'esprit sur les coups de pied arrêtés, ce qui nous a causé énormément de problèmes. C'était donc l'avis de quelques personnes interrogées sur la participation des Guépards. Herman Amegan, on parle justement de ce résultat-là. On peut dire historique parce que c'est une deuxième qualification où on sort des poules. Mais si on se remet un peu dans le contexte de cette CAN-là, il faut quand même rappeler qu'il y a eu cette claque face au Nigeria lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Il y a également cette défaite en match amical face au Burkina Faso. Donc, l'atmosphère n'était pas forcément au beau fixe avant cette CAN-là pour les Guépards du Bénin. Oui, je dirais que Guédon aurait été un peu sur la sellette, les joueurs aussi. Mais lorsqu'on essaie de rester lucide, on peut se rendre compte que le Bénin a quand même fini les éliminatoires de la Coupe du Monde avec 17 points. On a fini derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud, et le Nigeria. Et je pense que le Bénin était à sa place. Si on veut être honnête, si on veut parler football, au regard de ce que représente chaque équipe, de la valeur de chaque équipe sur le continent, on se rend compte au thème de cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde que le Bénin était à sa place. Certes, il y a un peu de regret quand on se dit qu'on est passé quand même tout proche d'une qualification historique à une Coupe du Monde. On est passé quoi à une victoire près, pour ne pas dire peut-être à un match nul près de cette qualification-là. Et qu'on se prend une gifle vraiment 4-0 dans l'antre de Ouyo, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout que derrière, vous prenez 3-0 contre le Burkina Faso. Je pense qu'il fallait ce réveil-là aussi pour provoquer l'électrochoc, pour montrer à ces joueurs-là qui étaient tout proches de qualifier le pays pour la Coupe d'Afrique des Nations qu'ils étaient en réalité en train de surperformer et que quand on joue pour le Bénin, on ne peut pas se permettre d'être à 50, 60 ou à 70%, qu'il faut être tout le temps à 100%. Et c'est ce que ces deux défaites-là ont rappelé à ces départs. Et je pense qu'ils ont pu se servir de cela comme carburant, comme moteur. Le sélectionneur Guénot a sans doute surfé justement sur cela pour réveiller un peu les joueurs, titiller leur ego pour qu'ils aillent vraiment chercher. Parce que face à la République démocratique du Congo, on a vu des joueurs qui avaient faim. On s'était même surpris en tant qu'analyste de voir les Guépards jouer à ce niveau de jeu. On les a rarement vus à ce niveau de compétition et on les a vus appliquer vraiment les standards du football aujourd'hui à l'international. Sortir proprement le ballon, procéder par triangle, trouver le partenaire bien démarqué, utiliser les demi-espaces comme on le dit en football, prendre les demi-espaces comme on le dit en football. Donc, quand vous voyez tout ça, vous dites, mais waouh, quel travail le sélectionneur a pu faire en si peu de temps. Est-ce un travail mental? Est-ce un travail tactique? Est-ce un travail physique? Mais je pense que c'est vraiment la double claque face au Nigeria et au Burkina Faso, cette double claque-là qui a servi de tremplin, de moteur à pouvoir asseoir une équipe qui a affronté cette Coupe d'Afrique des Nations-là avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de sérieux. Venant justement, quand on prend ce contexte-là, et surtout le fait que 5 joueurs du Bénin, 5 joueurs titulaires habituels ont été suspendus pour cette rencontre face à la RDC, quand on prend tout ce contexte-là, c'est finalement un mal pour un bien et ça a apporté encore mentalement à cette équipe des Guépards. Ah oui, je pense qu'on peut le dire ainsi, un mal pour un bien, parce que ça a permis à Guénot qui ne nous a pas habitués à modifier sa composition d'équipe. Ça lui a permis quand même d'aller chercher d'autres joueurs sur le banc. Je pense que lors de ce match face à la RDC, on a vu un Rodolfo Aloko qui a montré une copie assez propre. En tout cas, il a été l'un des acteurs majeurs de ce match. Voir Tonsi Ayegou jouer dans l'As, je pense que ça offre en tout cas un autre plan de jeu, une autre façon de jouer à cette équipe du Bénin. On l'a constaté d'ailleurs lors de sa sortie, après sa sortie face à l'Égypte. Et donc, je pense que l'absence de ces 5 titulaires au premier match a permis de se rendre compte qu'il y a encore de la qualité sur ce banc. Sur le match face à la RDC et sur tous les autres matchs, là, vous avez vu un peu ce qu'un joueur comme Tamimou Oro a été capable de faire. C'est vrai, il avait déjà montré des choses par le passé, mais je pense que pour moi, il fait partie de ces joueurs-là qui ont réussi une CAN extraordinaire. Et donc, l'absence de ces 5 titulaires constituait aussi une opportunité pour les autres joueurs de montrer ce dont ils sont capables et eux aussi d'aller chercher, donc à grappiller du temps de jeu dans cette équipe. Herman Amegan, vous qui étiez du côté du Maroc, quelle a été un peu l'atmosphère après cette défaite face à la RDC, quand on sait que le contenu était bon? Quel a été l'état d'esprit avant d'aborder la deuxième rencontre face au Botswana? Non, je pense que en réalité, le public sportif du Bénin, il n'est pas dupe. Hein. Le public, il n'est pas dupe. Et lorsque vous perdez un match les armes à la main, ça se voit, ça se sent.
on était dans ce stade, on a pu lire à un moment donné. J'ai eu la chance sur ce premier match-là de faire l'unilatéral pour la télévision nationale, c'est-à-dire j'ai pu faire un duplex au bord du terrain. J'ai vu arriver les Congolais un peu, ils étaient, je ne vais pas dire en dilettante, mais ils étaient en confiance parce que quelque part, c'était que le Bénin qui avait en face. Et sur ce match-là, je n'étais pas en tribune de presse parce qu'il fallait intervenir encore à la mi-temps. Donc, j'étais un peu au bord de la pelouse, je dirais, vraiment sur la main courante, mais assis un peu en hauteur. Donc, j'ai pu lire les émotions de Sébastien de Sabre durant toute la rencontre. Il n'était vraiment pas serein du tout parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce niveau d'adversité. Je pense que les Congolais étaient vraiment un peu surpris par le niveau d'adversité des Guépards du Bénin et à la fin, perdre ce match-là sur cette erreur qui reste vraiment anecdotique pour Yohan Roche qui a dit plus tard qu'il a entendu laisse. Ce n'est pas son coéquipier qui l'a dit, ni son gardien de but. Sans doute un vice, une malice de l'attaquant congolais Bongonda qui lui a sans doute dit laisse parce qu'il voyait que le défenseur était sur la trajectoire. Toute chose qui devrait être sanctionnée par une faute et un carton jaune pour l'attaquant, mais apparemment l'arbitre ne l'a pas entendu. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais vraiment, je pense que ce premier match est resté fondateur pour les Guépards du Bénin parce que ça leur a permis de se mettre en confiance tout de suite face à un gros qui est quand même un potentiel ou un probable futur mondialiste et qui est 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, c'est vraiment l'équipe qui a connu une montée en puissance vertigineuse ces 2 dernières années sur le continent. Donc, de sortir ce match-là vraiment face à la RDC, je pense que ça leur a permis aux Guépards eux-mêmes de se mettre en confiance et de se dire que derrière, face au Botswana, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ça a été plutôt un boost mental. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti également, Venance? Bien évidemment, ça a été un match important. On l'a dit, le contenu était assez bon pour les Guépards. C'est vrai qu'on ne va pas revenir sur les faits de jeu, mais s'il n'y avait pas eu cette panne de la VAR aussi, de la VAR, le Bénin aurait pu et aurait dû obtenir un pénalty après la main de Chancel Mbemba. Ça aurait peut-être pu changer le score de ce match-là et peut-être la trajectoire du Bénin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, bref, je pense qu'à la sortie de ce match-là, les joueurs sont revenus, en tout cas sont sortis avec une certaine confiance. Certes, ils n'ont pas gagné et quand ils ont été interrogés, en tout cas pour ceux qui se sont prêtés à l'exercice en zone mixte, ils l'ont tous reconnu. Ça faisait mal de faire ce match-là, de présenter ce contenu et de finir par perdre la rencontre. Et donc, je pense que ça a été, comme on le dit souvent, un match référence pour la sélection pour continuer son tournoi. Un match référence qui a servi justement à cette victoire historique le 27 décembre 2025, cette victoire face au Botswana, 1-0. Comment avez-vous vécu ce match-là personnellement? Je pense que par rapport à ce que lorsqu'on essaie d'établir un parallélisme avec ce qu'ils ont pu montrer au premier match face à la République démocratique du Congo, on a vu une équipe du Bénin beaucoup jouer moins bien, peut-être tétanisée par l'enjeu, parce que c'était vraiment cette finale-là dans le groupe D. Il fallait coûte que coûte gagner le Botswana si le Bénin voulait accéder au second tour, en tout cas avoir une chance d'accéder au second tour. Donc je pense que l'enjeu a beaucoup plus primé sur le jeu. Ils ont beaucoup moins joué. Après, ils n'ont pas eu les mêmes joueurs que sur le match aller. Il y a eu l'entrée en jeu de Steve Mounier qui a démarré le match, Junior Olaitan qui a retrouvé une place de titulaire. Et comme Venance l'a rappelé tout à l'heure, c'est important d'être souligné. Quand vous jouez avec ou sans Steve Mounier, ce n'est pas pareil. Avec Steve Mounier, on sait qu'on a un point d'appui, on a un point de fixation, un joueur qui peut jouer en déviation. Donc, systématiquement, on cherchait à balancer, quitte à ce que Tozin Ayegounou, le joueur qui tournait autour de Steve Mounier, Junior Olaitan, puisse grappiller les seconds ballons et filer droit au but. Mais lorsque vous n'avez pas Steve Mounier, ils sont obligés de procéder par de petites passes, de ressortir proprement le ballon, de trouver le joueur dans l'espace qui est bien démarqué. Et il y a Tozin Ayegounou qui fait un travail remarquable quand il est en pointe. C'est-à-dire il décroche énormément, il sait garder le ballon dans ses pieds, il sait jouer des coudes, il sait jouer de son corps. Il est vraiment très mobile en tant qu'attaquant. Donc, il offre une palette beaucoup plus élargie à ses coéquipiers. Donc, avec l'arrivée de Steve, je pense qu'on a beaucoup balancé, on a cherché un peu trop son jeu de tête. Mais derrière, on a quand même gagné le match sur un but de Yohan Roche pour qui c'était la belle histoire. Il s'est racheté de son erreur. Il a terminé homme du match. Donc, oui, en termes de production de jeu, je pense que c'est notre match le moins abouti, curieusement, mais c'est celui qu'on a gagné. C'était l'important, comme on le dit trivialement dans le foot, l'important c'était de prendre les 3 points et bien on l'a fait. Venance, le contenu n'y était pas, mais cette victoire historique qui faisait partie des objectifs affichés a été atteint.
Oui, c'était le plus grand objectif de cette équipe du Bénin, gagner enfin un match. Et ça montre d'ailleurs pourquoi les joueurs étaient un peu, je ne sais pas comment je vais le dire, tendus, je sais pas, crispés, voilà, sur ce deuxième match-là, parce que c'est l'adversaire direct, c'est l'équipe contre laquelle il ne fallait pas faire une contre-performance si tant que cette équipe, enfin l'équipe du Bénin voulait atteindre ses objectifs. Et donc, on peut comprendre qu'à ce niveau, le contenu ne soit pas le même. Et puis, après, il ne faut pas oublier aussi que dans ce match-là, il y a eu le retour du capitaine Steve Mounier. La façon de jouer et la façon de défendre des équipes adverses lorsque Steve Mounier est sur le terrain n'est pas la même. Et donc, quand l'adversaire, connaissant la façon de jouer, donc se prépare, c'est toujours beaucoup plus difficile. L'effet surprise que le Bénin a pu avoir face à la RDC n'était plus totalement au rendez-vous face au Botswana. Mais comme on le dit, le plus important était ailleurs. Le plus important, c'était d'aller chercher enfin cette victoire. Elle est arrivée et c'est tant mieux. Et puis, il y a ce troisième match-là face au Sénégal. Le Bénin était déjà qualifié avant le début de la rencontre. Est-ce que finalement, c'est une rencontre anecdotique ou il y avait quand même des choses à retenir selon vous? Anecdotique, oui, au regard du scénario, parce que le Bénin était assuré d'être à tout le moins meilleur troisième de la compétition avant ce match face au Sénégal. Après, c'était une question d'ambition. Est-ce qu'en tant qu'équipe nationale, on se dit, oui, on est assuré d'être à tout le moins troisième, mais pour se rassurer, pour se mettre davantage en confiance, il faut aller battre en gros. Lorsque vous battez une équipe comme le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations, qui est pour moi aujourd'hui la meilleure équipe sur le continent, en tout cas sur le papier, en termes d'effectifs de joueurs qui jouent au haut niveau, lorsque vous battez une équipe pareille, c'est toujours bien pour le moral, c'est toujours bien pour le mental. Et ça forge aussi davantage le mental de votre équipe, les ambitions de votre équipe. De toute façon, pour progresser dans la compétition, il va falloir à un moment donné ou à un autre battre les gros. Pourquoi ne pas commencer par le faire tout de suite et se mettre davantage en confiance? Moi, ça a été vraiment le discours. J'ai vu en conférence de presse d'avant-match, j'ai pu le lui dire ou le leur dire, Gernot Roy et Steve Mounier, ils étaient venus avec beaucoup de prudence. Oui, c'est le Sénégal, on va essayer. Non, à un moment donné, il faut pouvoir avoir de l'ambition et dire oui, c'est le Sénégal en face, mais on va venir avec nos armes. On a envie de gagner ce match. Parfois aussi, il faut bomber le torse, il faut bander les muscles. Ce n'est pas seulement sur les petits adversaires que le Bénin va se dire oui, on va gagner, oui, il faut gagner. Face au Sénégal aussi, face à la Côte d'Ivoire, face à d'autres grands adversaires. Je ne dis pas de venir en conquistador ou en conquérant, mais je veux dire de montrer clairement ses ambitions et de se dire oui, on a vraiment envie de gagner ce match. Après, si on ne le gagne pas, ce n'est pas grave puisqu'on est déjà qualifié. Et je pense que dans le contenu, ils ont vraiment montré cette attitude-là de vouloir montrer au Sénégal qu'ils avaient du répondant en face. Malheureusement, on prend des buts vraiment sur des détails. Un but sur coup de pied arrêté, un but sur une erreur défensive et un dernier but sur penalty qu'on aurait pu ou on aurait dû éviter. Lorsque vous voyez vraiment ce match, à aucun moment le Sénégal n'a eu la même mise vraiment sur ce match. Il n'y a pas eu une domination territoriale. Le Sénégal n'a pas écrasé le Bénin, mais on n'a pas été non plus extraordinaire. On a fait une bonne première période, de grandes factures, de belles volées. Mais dans la deuxième partie, je pense qu'on s'est effondré. Et c'est sur justement cet aspect-là que je voudrais revenir. Lorsqu'on veut jouer contre des gros, il faut qu'on cesse en fait de pleurnicher. De se dire oui, c'est le Sénégal, oui, c'est l'Égypte, oui, c'est le Maroc. D'accord, mais on est venu pour jouer au foot. On a pu démontrer qu'on peut tenir face à des gros. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut jouer avec ses armes et surfer sur ce qu'on a pu faire de bien pour affronter ces équipes-là. Si le Sénégal gagne le Bénin, il n'y a pas de scandale. C'est le jour où le Bénin gagne le Sénégal, en tout cas dans le contexte actuel des choses, qu'on va se dire qu'il y a un exploit. Donc, allons chercher cet exploit-là et allons-y vraiment en n'ayant pas le pressentiment de se dire que ouais, on va se faire peut-être écraser. L'exploit, justement, le Bénin était tout proche de cet exploit face à l'Égypte lors des huitièmes de finale. Avant d'en parler ici en plateau, revivons un peu l'aventure globale, le film de cette CAN des Guépards du Bénin en images, mais également à travers la voix de Elvis Ressou. 5 janvier 2026 à Agadir, c'est tout près de l'exploit que les Guépards ont dû quitter la CAN 2025 après un match épique face à l'Égypte en huitième de finale. Mais avant d'en arriver là, il a fallu repousser ses limites côté béninois. Engagé dans la poule D avec la RDC, le Sénégal et le Botswana, la tâche s'annonçait compliquée. Mais les objectifs sont clairs côté béninois. Remporter enfin une victoire à la CAN dans le temps réglementaire, puis passer le premier tour. Ça commence mal pour les hommes de Gernot Rohr, battus 1-0 d'entrée par la République démocratique du Congo. Il faut rapidement se remobiliser avant le deuxième match. Déjà décisif
face au Botswana. La journée du 27 décembre 2025 devient historique pour le football béninois. Succès 1-0 grâce à un but de Yohan Roche. Première victoire pour le Bénin dans le temps réglementaire à la CAN. Malgré la défaite 3-0 face au Sénégal, le Bénin se qualifie tout de même pour les huitièmes de finale. C'est l'ogre égyptien qui se dresse devant le Bénin. Contre toute attente, les Guépards réussissent à faire jeu égal avec les Pharaons au bout des 90 minutes 1-1. Ce n'est qu'en prolongation que Mohamed Salah et ses coéquipiers parviennent à trouver la faille. 3-1, score final. Mais les Guépards repartent avec les honneurs. Au total, 4 matchs disputés pour les hommes de Gernot Rohr. On compte 3 défaites certes, mais 7 victoires historiques face au Botswana, une deuxième qualification pour les huitièmes de finale après 2019 et surtout des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Des souvenirs gravés à jamais, c'est ce qu'on retient justement de cette participation des Guépards avec ce match face à l'Égypte. L'égalisation de Jodel Dossou après l'ouverture du score des Égyptiens. Quelle histoire quand même pour Jodel Dossou, longtemps critiqué, mais qui donne finalement cette égalisation qui amène jusqu'aux prolongations. Ben, il y a des gens qui ont ce destin-là, il faut le dire ainsi. Jodel Dossou, on le sait, qui fait partie de ces joueurs les plus critiqués, mais qui a réussi quand même à conserver la confiance de son sélectionneur. Je pense que c'est ça le plus important. Gernot Rohr, lui, n'a jamais cessé de faire confiance à son joueur. D'ailleurs, quand Tosin Ayew se blesse et sort du terrain, en tant qu'observateur, on pouvait imaginer autre changement, mais Gernot Rohr a décidé de faire entrer Jodel Dossou et de le faire jouer surtout à la pointe de l'attaque. À la fin, il lui donne raison puisque c'est lui qui apporte l'égalisation. L'histoire aurait pu être encore plus belle s'il y avait eu une qualification à la clé. Justement, Eman Amegan, au thème de ce match-là, l'élimination des Guépards du Bénin, est-ce que vous êtes déçu du contenu avec des occasions qui auraient pu être converties ou alors vous vous dites ils sont tombés les armes à la main, ils repartent avec les honneurs, c'est déjà pas mal. Oui, je pense que, comme vous le dites, ils sont tombés les armes à la main, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. On ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas été à 100%. Ils étaient même à 110, 120%. J'ai vu Imran Hassan courir dans tous les sens sur ce match-là. J'ai vu Dodo Doku, que ce soit Yohan Roche. Ils ont fini presque tous sur les rotules. Matteo Arnevi qui est venu dépanner arrière gauche dans les prolongations. Vraiment, ce match, on a senti que les Guépards ont vraiment tout donné. Hassan, habituellement, il n'a aucun mal à tenir 90 minutes. Mais sur ce match, c'est lui-même, curieusement, qui a demandé à sortir durant les prolongations parce qu'il a énormément couru. Le Bénin a beaucoup défendu aussi. Donc, oui, ils sont tombés vraiment les armes à la main. Après, ce sur lequel on peut toujours objecter, c'est qu'il y avait peut-être possibilité de tirer cette équipe égyptienne-là jusqu'au tir au but et pourquoi pas aller rechercher encore l'espoir. Lorsque vous arrivez à ce niveau, que vous arrivez à égaliser face à l'Égypte dans un moment où c'était presque impossible d'imaginer un autre scénario, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup plus de vice, de beaucoup plus de malice. On a eu des coups après qu'on n'a pas su bien exploiter, qu'on n'a pas su bien jouer, notamment ce corner qu'on a eu, que Junior là étant, je ne sais pas pourquoi, mais qui fait vraiment n'importe quoi. Il y a eu le coup franc également de la dernière minute à l'entrée de la surface de réparation, idéalement placé pour un gaucher. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas jouer à Renvi, parce que pour moi, je me suis dit, et si justement c'était ça, la belle histoire des Guépards, sur laquelle on aurait pu surfer. Matteo Renvi, qui depuis que Gernot Rohr est là, n'a jamais eu sa confiance. Il entre sur un match de quart de huitième de finale, reconverti arrière gauche sur ce match-là, et on obtient un coup franc de dernière minute, idéalement pour un gaucher. On connaît sa qualité technique. Il pouvait aller chercher quelque chose, boosté déjà par la passion, boosté par l'envie de démontrer. Il aurait pu chercher quelque chose, mais malheureusement, on vendange vraiment cette occasion. On ne joue pas bien le coup, comme on le dit, et derrière, on se prend un but vraiment totalement anecdotique de Mo Salah. Sur ce match, je pense qu'ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. Ils ne pouvaient pas donner plus. On a des joueurs aussi, il faut parfois se regarder dans la glace et le reconnaître, qui sont limités, qui, lorsque le niveau monte par ailleurs, ils ne peuvent pas aller au-delà. La marche était donc trop haute pour nos très chers Guépards. Si on fait le bilan, finalement, on a parlé un peu du bilan comptable, 4 matchs, 3 défaites. On a 2 buts marqués, 4 buts encaissés. Quel bilan, justement, faites-vous en termes de chiffres? Non, mais en termes de chiffres, les chiffres sont là et ils reflètent la réalité. C'est 4 buts encaissés, comme vous le dites, et 2 buts marqués. Je pense que c'est 7 buts encaissés. 7 buts, pardon, encaissés et 2 marqués. Et donc, c'est peu pour une équipe qui
aspire à aller loin dans la compétition. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire, surtout au niveau de l'animation offensive de l'équipe. Et c'est la conclusion que moi je tire, tout simplement. Si on doit faire un petit comparatif avec l'équipe de 2019 qui est arrivée en quart de finale, quel comparatif faites-vous? Est-ce qu'on a régressé ou quand même les deux équipes se valent? Non, moi je ne parlerai pas en termes de progrès ou de regret. Mais moi je trouve que c'est vrai, en 2019, on est allé en quart de finale. Être éliminé en huitième de finale ne vaut pas être éliminé en quart de finale. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2025, on a gagné un match, ce qu'on n'a pas réussi à faire autrefois. Et donc, je pense qu'en termes de comparaison, c'est vrai que si vous voulez parler du niveau de l'équipe, pour moi, l'équipe de 2019 paraissait un peu plus forte que celle de 2025 parce que dans cette équipe de 2019, vous avez quand même des Khaled Adeno, des Stéphane Sessayon, des Michael Poté et bien d'autres, sans enlever de la valeur aux joueurs actuels. Mais je ne pense pas qu'on ait encore des profils comme ceux-là dans l'équipe d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, vous savez, c'est pas binaire. C'est pas binaire en ce sens que les deux générations ont leurs forces et faiblesses. La génération de 2019, c'était une génération un peu vieillissante, parce que Michael Poté à l'époque 33 ans, ou 34 à l'époque, Stéphane Sessayon, il en avait 35 ou 36, Khaled Adeno 33, 34, Jordan Adeoti qui était aussi dans la trentaine. Donc, vraiment, c'était une équipe vieillissante. Aujourd'hui, on a une équipe relativement jeune. La moyenne d'âge est de 25 ans, avec 6 joueurs aujourd'hui qui sont issus des U20 de 2023, notamment Imran Hassan, Dodo Doku, Rodolfo Aloko, Ouoro Tamimou, Tessilimi Olatunji. Donc, tous ceux-là ont fait la CAN U23. À un moment donné, ils ont besoin évidemment d'expérience. Ils ont besoin de progresser. Et de ce qu'on a pu voir sur le terrain, moi, si on devrait choisir une façon de jouer, j'aurais préféré cette équipe de 2025 parce qu'elle va beaucoup plus vers l'avant. Elle essaie de faire le jeu, même si derrière, forcément, dès lors que vous ouvrez, vous laissez des espaces. En 2019, on était beaucoup plus rigoriste en termes de rigueur défensive. On était, comme on le dit trivialement, on garait le bus. On essaie de contenir l'adversaire et de procéder par contre-attaque ou sur des coups de pied arrêtés. En 2019, on a marqué 3 buts. Il y a eu un but de Michael Poté à la première minute de jeu face au Ghana. Il y a eu un but sur coup de pied arrêté, c'était un corner décomposé. Et il y a un autre but face au Maroc, c'était également sur coup de pied arrêté. Mais ces 2 buts qu'on marque sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, ce sont vraiment 2 actions plus ou moins construites parce que le but de Roche, ça va d'une décomposition avec Steve Mounier. L'autre but de Jodel Dosso, c'est un centre contré. Donc de Junior Olaïtan, Jodel qui rôdait bien dans la surface et qui le met au fond. Donc, chaque équipe a ses forces et faiblesses. On a peut-être un peu moins de qualité technique, finesse technique dans cette équipe de 2025 parce que lorsque vous avez Stéphane Sessayon avec l'équipe nationale du Bénin, c'est peut-être 75% de vos problèmes qui sont réglés. Venant à Godo, continuons de parler de ces Guépards. Quels sont vos tops et vos flops quand on prend les individualités qui ont composé cette équipe des Guépards? D'abord, on commence par la satisfaction. Les satisfactions, moi je pense sans aucun doute, Imran Hassan a montré qu'aujourd'hui il peut être le vrai patron du milieu de terrain du Bénin. En tout cas, c'est un joueur qui, sur l'ensemble des 4 matchs, a montré de la qualité. À part lui, il y a Ouoro Tamimou qui lui aussi a réussi correctement sa CAN. Je pense que Yohan Roche, malgré l'erreur face à la République démocratique du Congo dans l'ensemble, a réussi à faire une très bonne CAN. Mais je retiens aussi pêle-mêle Rodolfo Aloko, Tossi Aegun qui a été très intéressant à la pointe de l'attaque. Pour moi, je pense que de plus en plus, c'est un joueur qui doit avoir du temps de jeu à ce poste-là. Maintenant, si vous parlez des flops, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup, mais je pense qu'un joueur comme Olivier Verdon, vu toute son expérience, toute sa classe, aurait pu élever un peu plus son niveau de jeu dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas aussi très bien aimé Mohamed Tidiane en termes de relance, surtout lors des matchs face au Sénégal et face à l'Égypte. Et donc, pour moi, c'est ce que je retiens plus ou moins. Voilà. Herman Amengan, pour rester sur les flops, il y a un joueur quand même qui, au niveau de l'opinion publique, a un peu divisé, c'est le capitaine Steve Mounier. Quel est votre regard justement sur sa CAN? Oui, il a fait une CAN mitigée. Ça, c'est une certitude en termes de performance.
il n'aura pas vraiment été à la hauteur. Maintenant, après la polémique qu'il y a autour de Steve Mounier aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'on fait comme si c'est un joueur qu'on découvre. Non, on ne découvre pas Steve Mounier. On connaît Steve Mounier avec ses forces et ses faiblesses. On sait que c'est un excellent joueur de tête qui gagne énormément de duels, qui est très bon. Voilà, lorsque vous balancez les ballons dans la surface de réparation et qu'il faut batailler, ce n'est pas un joueur très fin techniquement. Ce n'est pas Robinho. Voilà, il ne va pas vous sortir des passements de jambes. Du coup, ce n'est pas à 30 ans, 31 ans non plus qu'on se découvre d'autres compétences. Et donc, je pense qu'on a été quelque part un peu trop dur avec lui. Oui, certes, sur ces 2 matchs qu'il fait, notamment face au Botswana et surtout contre le Sénégal, où il avait la balle de l'égalisation au bout du pied, il a même mollement, voilà, on a des choses à dire. Mais aller jusqu'à proférer des menaces, lui tenir des propos injurieux, je pense que c'était un peu abusé. Parce qu'on n'est quand même pas deuxième meilleur buteur de la sélection par hasard. Plus encore avec une équipe du Bénin, ça lui fait quand même 65 sélections pour 22 buts. Il y a 2 buts de Stéphane Sessegnon qui en compte 24. Il a dépassé Raza Komoto aussi. On n'a pas ces statistiques-là par hasard. Quand vous jouez avec l'équipe du Bénin, vous n'êtes pas entouré non plus de Mesut Ozil ou c'est pas de Kevin De Bruyne qui peut vous sortir des caviars à tout moment. Donc, on doit pouvoir savoir raison garder et se dire qu'il n'a peut-être pas été dans un bon jour, qui n'a peut-être pas été au meilleur de sa forme, surtout qu'il revient, on s'en souvient bien, de blessure. Il avait joué avec le genou bandé face au Nigeria, on s'en souvient à Oyo derrière. Lorsqu'il retourne dans son club, il est obligé de faire un arrêt maladie en griffe et de revenir à seulement quelques semaines, pour ne pas dire à 2-3 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ça physiquement fait qu'il n'était pas au point. Derrière aussi, il tombe malade avec la sélection. Bref, ce n'était pas sa CAN. Je pense que ça arrive dans la carrière de tout footballeur. Ça arrive. Maintenant, là où il y a un pincement au cœur, c'est quand même que ça fait sa 2e Coupe d'Afrique des Nations où il marque 0 but. Maintenant, ça n'absout pas ce qu'il a pu apporter à la sélection. Je pense qu'on devrait pouvoir être un peu plus indulgent. Ok, bon, vos top très rapidement du coup. Non, mais top, ça rejoint un peu ce que Venance a dit tout à l'heure. Ourou Tamimou, Imran Hassan, Dodo Doku dans une moindre mesure en raison de son abattage. Rodolfo Aloko qui a montré de très belles choses. Romaric Amonso qui, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, a fait des choses très bien. Sur 2 entrées, il a montré qu'il avait une qualité de passe incroyable. Il pouvait trouver le joueur dans l'espace. Il a fait face à la RDC. Tozin avait la balle de match. Il n'a pas pu la convertir. Face au Sénégal également, il a fait. Rodolfo Aloko s'est retrouvé nez à nez avec Edouard Mendy. Il n'a pas pu conclure aussi. Donc oui, je pense que ce sont des jeunes qui, s'ils continuent sur cette lancée-là, ils vont pouvoir aider le Bénin dans sa progression sur les prochaines années. L'avenir s'annonce donc radieux pour la sélection. Si on continue dans cette dynamique-là, venons, on va aborder un sujet autour justement de ces guépards-là qui ont compté sur le soutien des supporters, qui ont eu à faire diverses animations, autant dans les stades qu'en dehors. Qu'avez-vous pensé un peu de l'ambiance globale autour des guépards? Non, je pense qu'il y avait une très belle ambiance autour des guépards. Il faut saluer le Conseil national des supporters du Bénin qui a fait un travail important, mais il faut aussi saluer la diaspora béninoise au Maroc, surtout les jeunes étudiants qui se sont mobilisés. Il y a aussi une diaspora qui est venue de France en force et qui a apporté son soutien. Tout ça, je pense que les joueurs ont dû apprécier, ils en avaient besoin. Et donc, moi, je pense que ça a été une très belle ambiance. Vous savez, la CAN au Maroc, ce n'est pas la fête populaire comme ce qu'on a pu constater en Côte d'Ivoire ou peut-être un peu au Cameroun. Donc, les guépards ont eu quand même du soutien et ça, c'est important de le souligner. On a notamment vu ces images en dehors justement des stades, sous le regard des supporters internationaux qui ont vu nos supporters béninois, qui ont valorisé d'une certaine manière la culture béninoise. Est-ce que justement c'est une façon également de vendre la destination béninoise? Forcément, forcément. Et ce n'est pas nouveau. Déjà en 2019, je pense que le CNS, Conseil national des supporters, avait été gratifié du titre de meilleur supporters, je pense, sur la phase de groupe ou quelque chose comme ça. Ils étaient rentrés avec un trophée. Lorsque vous suivez les animations, c'est vrai, ça anime beaucoup. Il y a la fanfare et tout. Donc, pour des pays qui ne sont pas de notre culture, de notre ère culturelle, je pense qu'ils découvrent une autre façon de supporter. Moi, j'étais sur le match du Maroc. Je suis beaucoup de matchs du Maroc. Je pense que c'est une autre façon de supporter. C'est beaucoup plus les chants, c'est beaucoup plus les cris. Ça fait suivre, vous voyez. Donc, mais avec les guépards et surtout avec les équipes d'Afrique subsaharienne, notamment d'Afrique de l'Ouest,
Je pense qu'il y a beaucoup plus, on mise beaucoup plus sur les instruments de musique, voilà, la fanfare, le gong, le balafon. On a pu le voir avec les supporters du Mali et leur chorale, du Sénégal aussi. Je pense on est un peu identique dans la façon de procéder. Après, si moi j'ai peut-être un conseil à donner au CNS pour davantage agrémenter les choses, c'est de revoir un peu leur répertoire parce que ça tend un peu trop vers le religieux. Lorsque vous suivez les chants qui sont exécutés, c'est généralement des chants qu'on entend à l'église. Ça ne fait pas vraiment animation. Il faut vraiment trouver des morceaux identitaires qui vont réveiller vraiment le public, que le public pourra adhérer tout de suite et qui va vraiment donner de la force à ces guépards-là plutôt qu'on ne soit calqué vraiment que sur des morceaux à caractère religieux. Le Conseil national des supporters du Bénin qui a bénéficié de l'apport de Celtis, qui a également un partenariat, qui a noué un partenariat avec l'association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin. On va voir rapidement ce spot qui nous en dit un peu plus, qui nous met un peu dans l'ambiance avant de parler de ce partenariat plus amplement avec nos invités en plateau. Après 2004, 2008, 2010 et 2019, les Guépards du Bénin renouent avec la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Où que vous soyez, Celtis vous embarque pour vivre d'intenses moments de football. Celtis, 100% vibration. Bienvenue chez vous. Celtis, partenaire de l'APS Bénin sur la CAN Maroc 2025. Retour donc en plateau pour parler de ce partenariat entre Celtis et l'APS Bénin. Herman Amegan, un partenariat noué pour la CAN, justement. Que pensez-vous globalement de cette alliance-là? Vous savez, pendant longtemps, on a toujours décrié le faible taux en termes de sponsoring dans le monde du sport au Bénin. Depuis quelques années, on a commencé que la chose a commencé par changer progressivement dans le bon sens, et surtout avec l'arrivée de ce réseau de téléphonie mobile, la Celtis, qui apporte plusieurs centaines de millions déjà pour le football. Je pense que c'est 1 milliard sur 4 ans, je pense, si mes souvenirs sont bons. Mais à côté de ça, aujourd'hui, c'est qu'ils ont compris qu'il n'y a pas que les athlètes qui font l'écosystème du sport, sinon du football. Et donc, il y a vraiment toutes ces personnes qui gravitent, tous ces corps de métier qui gravitent autour des athlètes. La presse sportive, en l'occurrence, les supporters. Et c'est en cela que vraiment je salue ce partenariat. Et on espère que cela va s'étendre davantage sur d'autres projets, qu'on ne va pas s'arrêter à cette seule expérience. Parce que les médias aujourd'hui ont besoin de sponsoring. Imaginez, on est allé à la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, mais il y a une bonne partie des médias qui ont été convoyés sur place par l'État béninois à travers le ministère des Sports. Mais en théorie, généralement, dans d'autres pays, ce sont les médias eux-mêmes qui vont sur place, donc qui financent leur voyage en Coupe d'Afrique des Nations ou sur les grandes compétitions. Cela suppose qu'il faut payer le billet d'avion, il faut payer les hôtels, il faut, et c'est énormément d'argent. Donc, à travers ce genre de partenariat, je pense que les médias, parce qu'il y a d'autres, il faut le dire, big up vraiment à ces jeunes-là, photojournalistes et d'autres confrères qui sont encore là-bas, qui sont venus à leur propre frais ou du moins par le biais de leurs médias ou de leur structure. C'est vraiment à saluer, et à travers ce genre de partenariat, de sponsoring, je pense que cela valoriserait davantage les médias sportifs et va donner un coup de pouce, un coup de boost à tout l'écosystème et permettre à ce qu'on puisse être vraiment présent là où ça se passe. On était très nombreux en tant que médias béninois. Moi, j'en étais vraiment très fier. Chaque fois, quand il y a conférence de presse, on se déplaçait ensemble, on y allait tous ensemble. C'était vraiment très beau et je pense que c'est le genre de choses qu'il faut pérenniser. Venance, comment jugez-vous l'impact justement de ce partenariat-là? Est-ce qu'il y a un avant, un après, justement, après ce partenariat entre l'APS Bénin et Celtis? Oui, c'est évident qu'il doit y avoir un avant et un après, puisque, comme Herman le disait, on n'était pas habitué à ce genre de partenariat. Ça permet donc de donner plus de visibilité à l'entreprise, c'est une certitude, puisque les médias, vous savez, sont des vecteurs pour donner de la visibilité, pour faire passer les informations. Et donc, je pense que c'est un partenariat qui aussi, dans le futur, pourrait permettre aux professionnels des médias, surtout les journalistes sportifs, d'entrevoir d'autres pistes. Pourquoi pas des formations pour plus de professionnalisme, pour avoir plus de facilité à couvrir les grands événements. Parce que je pense que c'est important, c'est important. Quand on va couvrir la CAN, c'est toujours intéressant de le faire
tout au long de la compétition. Aujourd'hui, presque tous les journalistes, ou bien tous les journalistes béninois qui ont voyagé par le biais du ministère des Sports sont déjà de retour. Et donc, je pense qu'à l'avenir, ce genre de partenariat pourrait permettre aux confrères d'être beaucoup plus présents sur les événements et surtout de pouvoir plus ou moins mieux angler leur papier, parce que ça aussi, je pense que lorsque vous êtes déplacé par le ministère, la fédération, ça vous met dans une certaine restriction, bien évidemment. Et quand vous avez... Une restriction qui n'est pas écrite, mais qui est tacite. Voilà. Voilà. Lorsque vous écorchez des sensibilités, souffrez que prochainement, quand vous mettez plus sur les listes. Et donc, je pense que ce genre de partenariat ça garantit la liberté d'expression. Voilà, un peu plus de facilité, de liberté donc, aux journalistes pour exercer leur métier comme cela se doit. Et c'est pour ça qu'il faut saluer ce que Celtis est en train de faire. Herman, rapidement pour finir, venant à aborder quelques perspectives justement, est-ce qu'on peut quand même espérer qu'au-delà de la CAN, ce partenariat puisse s'être pérennisé? Mais c'est ce qu'on souhaite tous, c'est vraiment ce qu'on souhaite tous. Aujourd'hui, APS Bénin, c'est la plus grande association de journalistes aujourd'hui au Bénin qui compte le plus de personnes qui exercent vraiment le métier. C'est très important de le dire, parce qu'aujourd'hui, selon les textes qui régissent le métier de journaliste, le journaliste est celui qui collecte, traite et diffuse l'information via un canal qui peut être la radio, la presse écrite, la presse en ligne ou la télévision, et surtout qui tire l'essentiel de ses revenus de cette activité-là. Et donc, lorsqu'on s'en tient à cette définition du métier de journaliste, comment l'appelle-t-on, selon la HAC, la Haute Autorité de la Communication, je pense que la plupart des gens exerçant en tant que journaliste, mais qui officient plus spécifiquement dans le domaine du sport, sont aujourd'hui membres de l'APS Bénin. C'est la plus grande association. Et donc, soutenir cette association, c'est soutenir plusieurs personnes, plusieurs jeunes surtout, qui croient en ce métier, qui est un métier vraiment très noble, qui nous permet de nourrir notre passion. Parce que, comme je l'ai pu dire à des confrères, il faut se sentir privilégié. On a la chance que ce que nous aimons est devenu notre métier. C'est grâce à ça, nous avons une certaine, un semblant de dignité dans la société. Et donc, avoir aujourd'hui du sponsoring qui nous permet davantage de progresser dans ce que nous faisons, c'est favoriser notre effort vers le professionnalisme. Souhaitons donc longue vie à ce partenariat entre l'APS Bénin et Celtis. On va finir avec la dernière ligne droite de cette émission. On revient au Guépard. Avec ce huitième de finale, est-ce qu'on peut dire qu'on peut capitaliser sur l'avenir avec justement les prochaines éliminatoires pour la prochaine CAN? Il y a quand même eu 6 ans d'absence entre 2019 et 2025. Donc, est-ce qu'on peut quand même espérer une deuxième qualification consécutive? On n'a plus le droit à l'erreur. Et on n'a plus le droit à l'erreur, c'est ce que moi j'ai envie de dire. On est obligé de capitaliser sur ce qu'on a pu faire au Maroc pour pouvoir être présent au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour 2027. Je pense que ça va probablement se jouer en 2028. En tout cas, on verra bien. Mais on est obligé d'être présent. Et c'est en cela, moi, je dis, ceux qui crient qu'il faut chasser Guénot Dror, je pense que ce ne serait pas forcément la solution parce que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations viennent assez vite déjà. Il y a eu le tirage au sort des phases préliminaires. Très bientôt, on connaîtra les groupes qui seront en compétition. Et je pense qu'il faut surfer sur la continuité de ce que nous avons pu faire au Maroc actuellement. Guénot Dror a encore la main et je pense qu'il peut encore tirer le maximum de ce groupe-là et qu'il peut conduire ce groupe-là à la Coupe d'Afrique des Nations en 2027. C'est mon intime conviction. Venance, le contrat de Guénot Dror, justement, c'est jusqu'en fin d'année 2026. Il y a les éliminatoires. Pensez-vous que la continuité sera de mise? Moi, je pense qu'il ne faut pas couper la dynamique qui est en cours actuellement. On a vu en termes de jeu ce qui a été proposé au Maroc. C'est vrai qu'on peut reprocher des choses à l'entraîneur, notamment sa façon de communiquer. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec lui chaque fois sur sa manière de communiquer, mais je pense que le plus important et l'essentiel, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, on a vu une équipe qui a montré un très bon contenu. Il faut continuer dans cette dynamique-là. Il faut surtout continuer à aller piocher de jeunes joueurs que Guénot Dror puisse
continuer son travail de rajeunissement parce que aujourd'hui, on est tous heureux quand on voit des Dodo Doku, des Imran Hassan et des Samadou Atidjikou prendre de l'amplitude dans cette équipe. On est tous contents, mais on oublie souvent que c'est Gernot Rohr qui a fait ce travail. Il est vraiment installé. Et je pense qu'il faut continuer dans cette logique-là pour avoir une équipe assez compétitive parce que ce serait vraiment un regret pour le Bénin après ce qui a été proposé en 2025 de manquer la prochaine Coupe d'Afrique. Et surtout, si on doit jeter un coup d'œil au contrat de Gernot Rohr, les objectifs qui lui sont assignés, c'est, oui, lui-même a dit qu'il voulait qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. C'était son objectif à lui. On n'est pas passé très loin. On lui a confié de gagner un match en Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait. De se qualifier pour le second tour. Il a fait. Donc, au plan comptable, je ne sais pas ce qu'on a fondamentalement à lui reprocher. J'entends des gens dire, oui, il faut faire jouer les jeunes, il faut aller dans nos quartiers, dans nos villages, il y a des Messi, il y a des Cristiano Ronaldo. C'est des théories qui ne tiennent pas. Je suis désolé, mais ce sont des théories à 2 balles, inutiles pour alimenter une polémique inutile. Il faut continuer par faire ce que nous faisons. On n'a malheureusement pas beaucoup de joueurs qui se révèlent dans notre championnat. Il faut continuer par creuser, il faut continuer par fouiller, surtout continuer par former. Je pense que ça ira aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de très jeunes joueurs qui évoluent à un très très haut niveau. Je pense à Inao Laï, je pense à Bazoumana Touré, à Yann Diomandé, ces jeunes aujourd'hui de la jeune garde de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont formé, c'est parce qu'ils savent exporter les joueurs. Je pense que si le Bénin aussi, nous arrivons à créer ce vivier-là, avec le peu de progrès que nous faisons dans les prochaines années, on va pouvoir avoir notre mot à dire sur ce foot continental. Venant, quelques joueurs se sont distingués durant cette CAN. Là, on a parlé de Worou Tamimou. Est-ce que vous pensez que cette CAN a été vraiment un tremplin et d'ici l'été prochain, on pourrait quand même avoir des transferts dans des clubs d'un standing plus élevé? Je l'espère vivement pour lui parce que quand on fait une CAN comme celle qu'il a réussi au Worou Tamimou, on ne peut pas revenir. Je ne diminue pas la valeur de Sovemap, mais on ne peut pas revenir jouer à Sovemap Football Club. Et donc, moi, je lui souhaite vivement, et d'ailleurs pas à lui seul, mais à tous ces jeunes qui ont flambé pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça aussi, on en a besoin. Il faut que dans cette équipe-là, des joueurs progressent, que nous ayons ne serait-ce que quelques 2-3 joueurs qui jouent en Europa League conférence, ne serait-ce qu'à ce niveau-là déjà. Je pense que c'est des compétitions qui permettent aux joueurs d'être, afin de mûrir et d'apporter beaucoup plus à leur sélection. Votre mot de fin, rapidement? Ça a été un vrai plaisir d'être ici et de parler des Guépards et de tout ce qui s'est passé au Maroc. J'espère qu'on se retrouvera encore prochainement pour un autre numéro. Manamengan, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Forcément, ça, en tout cas, c'est un bonheur pour moi d'être venu sur ce plateau. Ça a davantage été plus un bonheur pour moi d'avoir été à la Coupe d'Afrique des Nations personnellement. C'était très proche de l'équipe, j'ai pu vivre de belles choses de très près. Si c'est à revivre, je le ferai vraiment sans sourciller. Je vendrai tout ce que j'ai pour acheter mon premier billet et aller s'il le faut. Et donc, oui, ça a été très très bien. Ce sont des émotions qu'on a envie de vivre. Lorsque vous faites la CAN sans votre équipe, et lorsque vous faites la CAN avec votre équipe, je pense que c'est deux choses différentes. J'étais à la CAN en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vécu les mêmes émotions. J'ai été à la CAN marocaine, j'ai vécu de très très belles émotions. On a pu compter sur la fraternité, la confraternité, l'amitié. Et puis vraiment, on était très bien, on était tous ensemble, logés, tous ensemble, on pouvait se taquiner, voyager ensemble, découvrir le Maroc dans son entièreté et venir faire un débrief avec vous ici, Freddy, big up à Elvis, Ressou, à tout le monde de Magic Plus. Franchement, pour moi, c'est un plaisir. On espère donc retrouver nos très chers Guépards pour la prochaine édition de la CAN en 2027 du côté de la Tanzanie, Kenya et Ouganda. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de Magic Plus et n'oubliez pas, la magie, elle vient avant tout de vous. Magic Partner, inspirer, innover, rayonner.